Salut à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver en ce dimanche. Première information, vous savez, on enregistre ça dans la semaine. Là, on enregistre un peu plus tôt que d'habitude, c'est mercredi. Donc, si on parle de matchs de playoffs qui sont en train de se jouer en ce moment, on aura peut-être un petit peu de décalage par rapport à vous. Mercredi, donc, on est dans la foulée du match 4 qui a opposé les Pacers aux Knicks. Déjà, avant que je parle du sujet, quand même, je suis ravi de te retrouver, Pierre Armand. Comment vas-tu en ce dimanche? Plutôt pas mal. En ce dimanche, c'est joli, tu viens de donner l'envers du décor, mais l'illusion reste là. Théo, C'est le ça. magicien qui quand même vous dit comment vas-tu en ce dimanche, alors que nous sommes en effet mercredi. Mais vous nous voyez dimanche et on est plus que ravis de vous retrouver. Et je suis ravi de retrouver Théo pour notre petite parenthèse enchantée de ce milieu de semaine. Putain, c'est le magicien ou le mec débile, hein. C'est comme une belle action de J.R. Smith et une action lambda de J.R. Smith. Non. On sait pas trop où mettre le curseur. C'est ce que Euh, tu viens de me faire? Tu viens de me faire Steve Kerr qui dit If he comes off, I'll be ready. Tu sais, alors que l'autre lui dit comme ça Steve, s'ils me font prise à deux, le match 6 des finales 97, s'ils arrivent prise à deux, tiens-toi prêt. If he comes off, I'll be ready. L'autre qui gueule comme un cinglé. Bon, c'est pas. Voilà. Donc là, tu m'as fait Steve Kerr, finale 97, mais ça veut dire que c'est toi qui vas prendre le shoot décisif à la fin de cette émission. Ça me va très bien. du coup, je pars direct sur une tangente en fait, parce qu'il y a ce temps mort. Il y a le fameux, c'est finale 93 où Phil Jackson demande qui va être démarqué. C'est avant que voilà qu'on donne la balle à John Paxson et en fait ça m'a toujours fait mourir de rire. Alors c'est un truc très à l'américaine, mais Jordan répond Paxson et je me dis putain mais le mec ça fait 7 ans que tu joues avec ce gars-là, tu connais son prénom quoi. Non, c'est comme si je t'appelais sa maman à chaque fois que je parle de toi. Et tout. Ça m'a toujours trop fait marrer ce truc-là. Qui c'est qui sera démarqué Paxson, il sera démarqué, tout comme si c'était voilà, le premier jour de classe ou un truc comme ça. Bref, ça commence déjà, ça vrille tout de suite, ce Hoop Culture vrille tout de suite. C'était pas du tout le Si vous sujet. êtes voilà, si vous êtes déçu par ce début de Hoop Culture, sachez que c'est volontaire, puisque justement, on va parler des déceptions, des grandes déceptions, des joueurs, des équipes, peu importe, voilà, des artistes certainement. J'en ai un en tête en particulier qui nous ont beaucoup déçus. Et Pierre Armand, tu proposais cette thématique au lendemain du match 4 de la série OKC face aux Wolves, où tu me demandais si j'avais pas vu passer Anthony Edwards. Si je me rappelle bien. Alors, j'ai adoré, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une espèce de mème qui est sorti où il y a la fameuse phrase Anthony Edwards est le fils de Michael Jordan, et en dessous, il y a la photo de Michael B. Jordan en train d'essayer de driver avec un ballon. Donc, j'avais trouvé ça excellent. Ouais, ouais, enfin, c'est difficile de dire portée disparue sur ce match-là. Seulement, enfin, il prend une cape que j'aime pas le voir prendre. C'est pas le moment d'essayer en finale de conf d'essayer de faire jouer les autres, de vouloir être un gars qui distribue le jeu, un gars qui pose le jeu. Déjà, il a jamais fait ça. Et de deux, ben, je suis pas sûr que ses potes, lui, ils attendent que lui il prenne 13 shoots per match. Je suis pas sûr que Dante DiVincenzo, même si c'est des joueurs NBA, ils ont le talent pour le faire. Il y a aucun problème. Ils sont tous capables de step up pour prendre la place. Eux, ils attendent de prendre leur rôle, leur petit shoot dans le corner, d'avoir un gars qui va prendre peut-être 25 shoots. C'est pas grave, c'est leur franchise player. Donc je suis pas certain. Et je pense que le fait de vouloir impliquer tout le monde est pas une bonne idée dans certains cas, notamment à ce niveau-là de la compétition où tu as des gars qui ont peut-être pas forcément le niveau pour être d'un coup des joueurs d'impact sur un match de finale de conférence. Bon voilà, Anthony Edwards, il faut quand même rendre hommage aussi à OKC qui défend le fer sur lui. Voilà, je pense que Julius Randle, lui aussi, alors lui, je l'ai vu passer, là, il est en bas du métro Estrangin à Marseille. Je le vois là. Petite Mais pizza, tranquille, il est bien. Enfin, il demande de l'argent à des gens parce on peut pas payer par il carte. est, il est Donc, assis sur le banc, par contre, sur le quai, hein. Il est assis sur le banc, si tu le cherches. ah oui, oui, oui. Alors, il faut savoir qu'Anthony Edwards se lève à 10 h le matin et s'assoit sur un banc à partir de 16 h jusqu'au lendemain matin. Quand... voilà, c'est tout. Voilà. Tu te fais bencher dans ta propre life. Ouais, non, c'est. Alors bon. On est dur C'est. avec lui.
Voilà, on est forcément dur parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'attentes. Et tu sais, en fait, t'as eu raison déjà de rendre hommage à la défense de fer d'OKC. Mais moi, la réaction ou la réflexion que j'avais en voyant ce match 4, c'est à quel point c'est dur d'être une superstar. Et finalement, c'est vrai qu'en saison régulière, je pense que ce Voilà. terme est un peu galvaudé, on le donne un petit peu à tout le monde. Je pense pas que dans le cas d'Anthony Edwards, ce soit surfait. Je pense qu'il a encore tout le potentiel pour le devenir. Mais moi, en voyant ça, en fait, je me dis, ça m'a beaucoup mis en relief finalement les performances de mecs comme Kobe, comme LeBron, comme C'est Jordan, bien sûr, exactement ça. comme d'autres joueurs en fait qui sont des très grands et qui, même dans ces situations compliquées, même jeunes, bah, finalement trouver le moyen de briller d'une manière ou d'une autre, parce c'est pas qu'il était mauvais en fait, Anthony Edwards, c'est que c'est un stade de la compétition, comme tu l'as dit, on s'attend à ce que des mecs à qui on a collé ce dossard quelque part nous émerveillent ou nous éblouissent, et c'était le fait de le trouver un petit peu impuissant dans ces situations, et encore, Minnesota est passé tout près de pouvoir gagner ce match, c'est ça qui est fou en fait, tu te dis ça se joue à 2 possessions peut-être, et moi ça m'a plutôt voilà, mis en avant, en relief, les performances d'autres très grands joueurs qui sont passés avant lui. Mais c'est une certitude, c'est là que tu vois la différence entre les calibres MVP, les stars, les superstars. Bon, quand il rigole, Anthony Edwards, quand on lui dit que ça va être Victor, l'image de la ligue, il y a, moi j'ai un problème avec on est arrivé à le museler. Moi, dans ma tête, j'ai une superstar, cette fameuse phrase, on n'arrivera pas. Il prendra 30 shoots par match. Le tout, c'est soit de le fatiguer, soit de faire en sorte de le gêner, soit de faire en sorte de bien prendre ses coéquipiers, que lui soit obligé de prendre tous ses shoots, comme le fait Jokic. On sait très bien que Jokic, quand il prend 40 shoots par match, c'est pas bon signe pour les autres, mais personne ne peut empêcher Jokic de prendre 40 shoots par match. Et là, en finale de conf, match 4, tu es mené 2-1, tu prends 13 shoots dans un match, ou 5 pour Julius Randle. C'est pas possible quand tu es une superstar qui a un plan qui fonctionne contre toi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ou alors, Hmm. tu as une prise à 4 et tu peux rien faire parce que tu es muselé. Mais quand on dit le plan anti-machin a fonctionné, c'est que tu n'es pas forcément un superstar attendu. 23 ans, encore une fois, je lui tire pas dessus. Il a le temps, mais en même temps, est-ce qu'il a vraiment le temps? Parce que là, c'est la deuxième finale de conf. Est-ce que Minnesota durablement peut s'inscrire dans le fait de se dire ils sont contenders chaque année, surtout quand on voit comment l'Ouest se bâtit, comment l'Ouest se construit, la difficulté de jouer à l'Ouest, qu'est-ce qui va se passer cet été? Est-ce qu'il va y avoir des moves de nouveau? C'est pas qu'il déçoit, c'est qu'il il n'est pas forcément à la hauteur de ce que lui-même semblait pouvoir donner cette finale de conf. Et on a l'impression, moi ça m'a frappé, on a l'impression qu'il ne s'amuse pas en fait. Et Anthony Edwards, c'est un mec qui s'amuse sur un terrain de basket. Il a tout le temps le sourire, il est ultra concentré. Mais là, je le vois dans cette finale de conférence par rapport à l'an dernier, hein, à la même époque. L'année dernière, je voyais, ça le faisait kiffer, même s'il perdait ces espèces de joutes sans fin avec Luka, ces duels. Là, je le vois pas. Et en face, la comparaison est terrible. Parce qu'en face, on peut pas dire que Minnesota défende mal, mais en face, il y a Shea qui se balade. Non, mais il se balade pas. Mais malgré tout, c'est 31, 32, 35 points en 20 shoots. 25 shoots et il y arrive. Donc, je sais pas. Je pense que il veut prendre un mauvais rôle qui lui correspond pas et auquel ses coéquipiers ne s'attendent pas forcément et ils n'ont pas besoin de ce rôle-là. Vraiment, à mon avis, ils ont besoin de pas être autant impliqués en attaque parce que Minnesota est une équipe défensive avec un ou deux attaquants de classe mondiale de l'autre côté. Mais voilà, je pense que alors ils défendent bien, mais il y a beaucoup de joueurs qui s'épuisent beaucoup à essayer de créer des situations en attaque pour lesquelles ils ne sont pas forcément programmés. Ils sont capables, bien sûr, mais ce n'est pas leur rôle principal. Ouais, tu parlais de plan de jeu anti-Anthony Edwards. Alors, c'est pas pour continuer les comparaisons avec Jordan, hein, qui seraient de toute façon voilà, qui tiennent pas, mais c'est juste parce que ces images-là, on les a tellement vues de Jordan que ça me reste en tête. C'est, tu sais, le fameux temps mort là, face aux Pistons où tu vois Chuck Daly qui hurle quoi qu'il arrive, le laissez pas aller sur sa main droite. Derrière, t'es remise en jeu, feinte vers la gauche, dribble vers la droite, buzzer beater de Jordan. Et Et il prend Chuck ça. Daly qui se prend là-bas, exactement. Et c'est vrai que c'est ça, en fait, quelque part, ce que tu attends d'une superstar, c'est de te dire, non, mais ramène le plan de jeu que tu veux, en fait. De toute façon, je vais peser.
Voilà, et c'est vraiment ce que tu dis, puis après on va passer à autre chose, mais ce que tu dis de Shea, parce qu'en fait sur le début de ce match 4, je me faisais la réflexion, tiens c'est marrant, les deux équipes finalement étaient plus ou moins au taquet, et je me dis, bah c'est marrant, on voit ni trop Anthony Edwards, ni trop Shea, et j'avais pas du tout fait gaffe que Shea était déjà à 20 points en fait. Bien Et sûr, lui, mais c'est il a ça. fait jouer tout le monde en mettant ses points dans le flow du match, tu sais, sans que ça soit forcément sur l'isolation à outrance. Après voilà, c'est pas les mêmes équipes, c'est pas les mêmes genres, c'est pas le même niveau aussi, c'est pas étonnant qu'il y en a, enfin il y en a un qui est MVP et l'autre qui est voilà parmi les 10 meilleurs joueurs de la ligue à voir où tu le places. Donc c'est rien de honteux pour Anthony Edwards, c'est rien de catastrophique. Mais c'est vrai que surtout après son Game 3 où je l'avais trouvé saignant de fou, mais il y a quand même, voilà, petite déception en tout cas de mon côté après ce Game 4. Puisqu'on est sur le sujet, Pierre Armand, et que donc on est sur le thème des déceptions, qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit toi quand on a choisi ce thème? Ouais, alors, on avait porté le thème, on s'était dit soit portée disparue, soit les déceptions. Alors, ça peut être des déceptions soit en carrière, soit des déceptions sur un match. Sur un match, il y en a, il y en a, il y en a un paquet, hein, on peut en trouver. Moi, la première qui m'était venue à l'esprit, c'était lors de la dernière finale enfin, non, c'est pas la dernière finale, c'était la finale où Knicks Rockets, ce fameux match 7 où j'étais tellement hypé par les Knicks et j'étais hypé par mon gars John Starks que le voir traverser ce match avec un 2 sur 18, 0 sur 11 à 3 points, pour moi, c'était vraiment alors, c'est pas un joueur qui avait disparu parce que, encore une fois, il y a 18 shoots qui sont pris par John Starks. Il y en a 11 à 3 points, 0 sur 11. Shooters got to shoot, comme l'avait dit J.R. Smith justement. Et J.R. Smith qui avait dit, moi, dans le doute, je shoot. Donc, facile, le mec a souvent douté. Donc là, moi, j'étais pas arrivé à lui en vouloir, tu vois, parce qu'il n'y avait aucune suffisance. Il y avait un gars qui était en struggle complet, mais qui était en struggle au plus haut niveau possible. Un match 7 de finale NBA, ça devait être terrible pour lui, mais il voulait rien lâcher. Et en fait, le truc, c'est que New York a ça, quoi. Et si tu te dis, il en met 2 ou 3 de plus, c'est-à-dire un horrible 5 sur 18 pour un shooter, putain, ou un 1 sur 11 à 3 points, ça pouvait passer. Tu vois, j'en avais beaucoup plus voulu, par exemple, alors, le match 7 2016 entre les Cavs et les Warriors, sur Steph Curry, par exemple, que j'avais trouvé plein de suffisances sur ce match-là. Cette fameuse passe dans le dos à 3 minutes de la fin pour Klay Thompson. Même Klay Thompson dit, mais il le regarde en disant, putain, mais il y a besoin de faire ça, c'est pas le moment, c'est pas l'endroit, on n'y est pas là. Et, et j'avais trouvé ce match-là où limite, tu avais envie de dire, mais bon, bah, tu l'as un peu cherché, le truc. Alors, il était certainement cuit, y a pas de problème, il était un peu impuissant aussi sur certaines choses. Grosse défense de Kevin Love, bien évidemment, on va pas en reparler, mais c'était fou. mais, euh, mais John Stark, c'était vraiment une admiration encore plus grande que s'il avait fait gagner l'équipe, parce que je voyais ce mec-là qui lâchait rien. C'était tellement, il ressemblait tellement à son équipe, quoi, de gars qui ne lâche jamais rien, que voilà, c'était mon premier souvenir de type qui disparaît ou qui déçoit sans vraiment décevoir, mais forcément, ce jour-là, il prend la foudre complètement sur lui, ça c'est une certitude. Ouais, c'est un super exemple parce que alors, cette finale, c'est un peu particulier parce que j'aimais les deux équipes. En fait, je trouvais cette équipe de Houston super excitante avec Robert Torrey, que je trouvais incroyable à mettre des dunks, mettre des tirs à 3 points. Le rookie Sam Cassell qui est extraordinaire pendant la finale. Hakim Olajuwon qui était jusqu'à pas longtemps mon pivot préféré all-time. Maintenant, je t'avoue que je pense que Jokic est en train de passer devant. Mais j'aimais beaucoup cette équipe. Mais je kiffais les Knicks parce qu'en fait, toutes les rixes, les bastons avec Chicago, j'étais toujours du côté de Chicago, mais j'avais énormément de respect pour cette équipe de New York. John Starks est probablement le joueur des Knicks que j'aimais le plus. Et tu vois, j'étais surtout, moi, triste pour lui parce que je trouvais que il y a un paquet de joueurs qui se sont cachés. Et moi, on m'enlèvera jamais de l'idée que Derek Harper s'est planqué comme pas permis sur ce match 7. Complètement. Tout à coup, il servait juste le passe-plat, quoi. On lui donnait la balle, là, tiens, je vais donner la balle, là, je vais la donner là. Il n'avait pas du tout pris ses responsabilités. Et c'est le naufrage qui est terrible. Et honnêtement,
C'est dur, hein. Il y a énormément c'est très subjectif parce qu'il y a un côté de moi finalement où je me dis bah non lui il s'est pas caché John Starks et il a pas vraiment été aidé parce que si t'es le coach, si t'es pas Riley aussi, il y a pas un moment où tu le sors juste pour qu'il se remette un peu, tu vois, mets-toi de l'eau glacée sur la nuque ou Ah. reprends tes esprits. C'est surtout j'avais trouvé injuste un peu le côté on lui a longtemps fait porter le chapeau à John Starks et pour avoir eu l'occasion d'en parler avec lui, c'est un de mes grands souvenirs d'interview avec Julien Deschutner. On avait pu faire une interview de John Starks. Tu sentais que c'est un truc qui continue à le bouffer, quoi. Je Ah, bien pense qu'il sûr. se réveille encore la nuit maintenant en voyant l'un de ses tirs ratés en se disant mais c'est pas possible, celui-là tous les jours je le mets, quoi. Même aujourd'hui, si je le prends, je le mets. C'est ouais, hyper dur, quoi. Ouais, très dur. Et puis après, encore une fois, il se cache pas, voilà. Et moi, j'ai aimé ça. Tu vois, il y a des joueurs, on en reparlera tout à l'heure, mais il y a eu la finale de l'Euroleague la semaine dernière, qui malheureusement a vu la défaite de la Roca Team Monaco face au Fenerbahçe. Tu vois, c'est un joueur qu'on adore, mais ça peut être aussi bien sa force que sa faiblesse. Eli Okobo, malheureusement, qui est passé complètement à travers de son match, qui fait un 0 sur 8, 0 points, 0 point D en finale d'Euroleague. C'est terrible, surtout quand tu réussis un exploit tel que celui que tu avais réalisé en demi-finale contre l'Olympiakos. Euh, Alors, on va te dire, c'est quelque chose qui fait grandir, c'est l'expérience et tout. Il y a aussi, tu le disais, tu parlais de Pat Riley, il faut peut-être le faire sortir. Moi, je pense que l'Euroleague est perdue sur des erreurs de coaching parce que bah, on fait pas tourner le banc, on laisse sur le terrain des joueurs qui sont peut-être pas dans le match, qui pas qui sont pas au niveau, qui sont pas dans le match. Mais comme je te disais avec Ellie ou avec John Starks, c'est ce qui fait leur force aussi. C'est-à-dire c'est des pétards ambulants qui peuvent d'un coup être à 0 sur 12 et mettre les 4 suivants qui changent le match, surtout dans un match serré comme celui-là. Donc voilà, j'ai évidemment pensé à John Starks parce que comme toi, on lui a tout mis sur le dos et qu'il y a des gars qui se sont bien planqués, tu as bien raison, et qui ont jamais dit non, non, mais bon, je prends sur moi. Bon, il y a peu de joueurs qui sont capables de le faire, mais il y en a quand même aujourd'hui, je trouve qui sont capables de dire bon, bah, celle-là, un petit peu, du me bon moi quand même. La petite mémère. Tu vois, c'est ce qu'a dit Anthony Edwards, hein, ni plus ni moins. Mm. Hein, il a dit je dois être meilleur que ça. Donc voilà, ce qu'il y a, c'est que c'est terrible, c'est un match 7. Bon, voilà. Et toi, donc, tu pensais à quoi en premier, toi? Alors moi, c'est un autre joueur à qui on a fait aussi porter le chapeau, c'est Ben Simmons en fait. Ben Simmons, moi j'ai adoré ce joueur sur les débuts de sa carrière, je le trouvais fantastique. Je comprenais pas trop pourquoi aussitôt dans sa carrière, finalement, on disait que son absence de tir allait être un handicap terrible. Je pensais et je pense toujours que même sans tir à 3 points, un joueur avec le profil de Ben Simmons tel qu'il était avant sa blessure pouvait vraiment être un joueur d'impact et un joueur qui te fait gagner. Si tu regardes son... Enfin, c'est fou, l'âge qu'il a quand il fait une All Defensive First Team, il est dans les All NBA Team, etc. Et derrière, après son départ de Philadelphie, c'est la descente aux enfers, en fait. Et à chaque honnêtement, quand il y a eu le trade entre James Harden pardon, et lui avec les Nets, je pensais vraiment que c'était un trade qui était plutôt gagnant pour Brooklyn, dans le sens où il récupérait un joueur plus jeune, qui avait encore le temps de retrouver son niveau de All-Star. Ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas et il y a une part d'entêtement, je pense, dans la part de Ben Simmons, manifestement. Euh, pour moi, finalement, c'est pas son absence de tir à 3 points qui le pénalise. C'est son absence de lancer franc, en fait. S'il avait simplement gardé suffisamment de confiance pour rester le joueur qu'il était, en se disant, bah, c'est pas grave, je vais aller sur la ligne des lancers francs, et c'est pas grave, même, je vais en rater, tu vois, même si je dis pas qu'il allait devenir un shooter à 80% de réussite au lancer franc, mais même s'il avait s'il avait pris le risque de n'être qu'un joueur, je sais pas, j'ai pas ses stats sous les yeux, je sais pas du tout où il se situe, je sais même pas s'il se met en situation de devoir shooter des lancers francs encore, mais même si tu es à 65-70%, il y avait tellement de talent, tellement de qualité athlétique, tellement de vista que je trouve il y avait vraiment quoi faire. Et c'est un mystère quand même énorme pour moi, en fait, ce joueur, entre les prémices de ce qu'il montrait et ce qu'il est devenu. Ouais, je trouve ça assez dramatique. Moi, je pense que il y avait un mental qui était déjà peut-être un peu atteint, et c'est typiquement le joueur enfin, qui a pris les réseaux sociaux, je pense, le Ben Simmons bashing complètement. Enfin, encore aujourd'hui,
et c'est marrant que tu parles de ça, mais genre, quand je dis aujourd'hui, j'exagère, mais genre le week-end dernier, je scrollais comme un abruti sur mon téléphone et je retombe, on me repropose encore cette fameuse séquence où les Nets sont à. L'équipe des Nets, ils sont sur le Brooklyn Bridge Park, sous le pont de Brooklyn, où il y a des playgrounds, ils sont avec les gamins, et on voit Kyrie et tout, ils ont tous leur maillot, et où lui, il envoie un airball de l'enfer, alors que tout le monde s'est arrêté, ou quand il est dans la rue avec cette espèce de ballon géant, et il arrive à même pas le mettre et en fait, il arrive à même, c'est pas son métier de mettre un ballon géant, c'est comme quand toi, tu sais, c'est toujours pareil, tu l'as eu celle-là, tu prends ta boule de papier, tu l'envoies dans la poubelle, ça tombe, et t'as un mec qui fait, et toi, tu fais du basket. Et genre, toi, ça fait 10 ans que toi, tu travailles dans le basket, tu vois. Ouais, oui, c'est vrai que je joue toute la journée à envoyer des boules de papier. Je serais bien meilleur au dunk, hein, si c'était le cas. Mais voilà, quand toute la journée, tu vois, tourner ces trucs-là, on se fout de ta gueule. Bon, après, il y a eu l'histoire sur ce fameux dunk refusé sur Trae Young et où il fait une passe. Enfin, c'est terrible. Bon, je me mets à sa place, moi. Qu'est-ce qu'il faut être costaud mentalement quand tu es dans le trou comme ça pour arriver à remonter, à prouver quelque chose. Et chaque été, vas-y, il met un tir à 3 points, on le voit à l'entraînement, il en met 2. Et c'est la folie. Et tout le monde se fout de sa gueule en disant, tu sais, les images, ouah, les montages et tout. Ouais, c'est trop dur. C'est trop dur parce que même si je pense pas que Ben Simmons soit suffisamment con pour dire je vais pas travailler mon tir à 3 points ou je suis pas capable d'en prendre un. Seulement, bah, ça doit être un blocage absolu. Il doit se dire s'il shoot à 3 points et qu'il fait un airball, toute la salle va se marrer et que ça va faire le tour du monde. Ouais, c'est trop, c'est trop, enfin, c'est terrible, terrible. Ouais, mais t'as raison, je pense qu'il y a eu un blocage mental. Il y a eu une vraie blessure déjà au dos, malgré tout. Et Bien derrière, il sûr. y a un blocage mental terrible. Mais tu dis, c'est fou, quoi. Le potentiel et le talent étaient tellement indéniables. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Et chapeau, tu vois, je pense à Mitchell Robinson, par exemple. Qu'on que ce soit pour les Knicks ou les Pacers, peu importe. Quand il est au lancer franc, je suis pour qu'il mette ses lancers francs en fait. Parce que la pression, elle est tellement énorme quand il y a que ça soit sur lui ou Stephen Adams ou tous les mecs comme ça qu'on envoie au lancer franc volontairement avec la salle qui Mm, hurle. Et t'as toutes les caméras du monde qui sont braquées sur toi. La pression est telle que quelle que soit l'équipe, j'espère que le mec va mettre ses lancers francs pour lui, quoi, parce que c'est énorme. Mais tu vois, au bout du compte, Mitchell Robinson et même Steven Adams, ça n'a pas toujours été payant, en fait. Ils ont réussi parfois à survivre et à pouvoir rester sur le terrain. Je pense qu'il y avait de quoi faire pour Ben Simmons pour rester sur le terrain. Et tu as raison, quand tu parles des réseaux sociaux, on ne se rend pas compte de la violence. Je me rappelle que quand il est parti de Philadelphie, il y avait tu l'as vu, j'en suis sûr, cette image, c'était le journal télé. À un moment, ils font le point sur la météo. Et le mec qui fait la météo, à la fin, il fait: Ah, sinon, on a des images de Ben Simmons en train de quitter la ville. Et t'as des images d'une poubelle qui flotte et qui est emmenée par un ruisseau. Et ça, c'est juste un journal. C'est même pas un journal sportif ou un truc comme ça. C'est un journal télé. Je dis, on se rend pas compte de la violence des Mais trucs. non, ah non, c'est terrible. Parce qu'après, je pense que le premier truc qu'ils doivent regarder, c'est le jour où ils vont retourner à Philadelphie. Enfin bon, ça, franchement, j'espère pour eux qu'ils sont pas toute la journée. Alors bon, tu me dis, regarde un mec comme KD, il passe sa vie à répondre aux trolls, etc. Mais l'énergie que tu mets là-dedans, et puis ça doit être très très dur. Ça doit être très très dur Ouais. parce que malgré tout, après, quand tu es chez toi, c'est une chose, mais quand tu joues 42 matchs, 41 matchs à l'extérieur, tout le monde se fout de ta gueule. C'est terrible. Mm. Et tu parlais des joueurs qui ont réussi comme Mitchell Robinson, il y en a d'autres qui ont été nommés meilleurs sixième homme, qu'on voyait comme des energizers, etc., et qui sont tombés dans l'oubli rapidement. Alors, encore une fois, sur ce thème où on parle de joueurs qui ont soit déçu, soit qui ont disparu, pour disparaître, il faut avoir été bien présent, tu vois. C'est-à-dire qu'on ne disparaît pas un joueur très moyen, on parle que de bons joueurs qui ont eu un moment de gloire et qui sont partis rapidement dans les oubliettes ou à l'étranger sans même qu'on se dise qu'on s'en rende compte, voilà, c'est ça en fait. Mm. C'est le truc, c'est de se dire, ah bah tiens, par exemple, avant-hier, j'ai appris que Montrezl Harrell, il jouait en Australie, tu vois. Montrezl Harrell, qui était meilleur sixième homme il n'y a pas si longtemps, et qui lui, en fait, s'est pris un peu euh, une sorte de jurisprudence Ben Wallace pleine poire, c'est-à-dire être un petit pivot de 2 mètres, sans shoot, dans la NBA moderne, ce qui est très compliqué. Alors, contrairement à Ben Wallace, c'était pas un grand défenseur non plus, c'était un énorme energizer. On en parlera tout à l'heure d'un autre qui, pareil, a connu une trajectoire un peu similaire. Mais alors là, il performe en Australie, hein, il a 15 points par match, certes.
Montrezl gêné par une blessure. Souvent, hein, c'est le début de la cata. Hein. Mais comment dirais-je, il est parti en Australie. Moi, j'étais persuadé qu'il tenterait l'aventure pour essayer de revenir sur un bon contrat NBA. Apparemment, il n'a pas enlevé son mode avion. Hein, Montrezl resté injoignable. Donc, il est toujours en Australie, mais c'était pareil. Moi, je me rappelle quand à chaque fois qu'il y avait un transfert de Montrezl quelque part, c'était toujours c'est certainement le fit parfait, c'est ce qu'il leur fallait, un joueur qui va leur apporter ça. Et puis finalement, en difficulté, et un joueur qui a disparu sans même qu'on s'en rende compte. Quoi. Ouais, c'est clair. Je pense c'est aussi un joueur probablement qui s'est un peu pris pour un autre joueur que ce qu'il était vraiment. Possiblement. Et tu vois, même quand il est 6e homme de l'année, il fait des stats, mais bon, j'ai toujours été un petit peu pas embarrassé avec ce joueur, mais bref, je pense qu'il y a tout un tas de contextes qui ont expliqué qu'il soit meilleur 6e homme de l'année. Je suis pas si étonné que ça, en fait, qu'il ait disparu, parce que c'est quand même un mec aussi sur le relationnel qui était pas facile, quoi. Que ce soit avec ses coéquipiers adversaires, ça s'est pas toujours bien passé. Mais oui, tu as raison. Par contre, souvent, des gens qui ont glané des trophées comme ça trouvent le moyen de rester, en fait. C'est ça qui trouve le moyen de rester, de continuer d'exister en NBA, clairement. Hein. Dans le même genre, moi, j'en ai un peu pareil. C'est Michael Beasley. Alors, tu sais, c'est marrant parce que là, encore une fois, c'est subjectif. Mais ce mec-là, je l'ai toujours depuis le tout début, en fait. Je le trouve touchant, en fait, et désarmant parfois. Alors, il a fait des choix débiles dans sa carrière. C'est un mec qui l'assume totalement. Voilà, mais qui est un peu désarmant d'honnêteté. Et le talent de ce joueur, c'est vraiment pour moi un talent phénoménal. Et je trouve ça assez fou finalement qu'il ait jamais trouvé le moyen, tu vois, ne serait-ce que dans une équipe, de vraiment tout exploiter et que ne serait-ce que sur 2 saisons, on puisse voir ce dont il était capable. Parce que techniquement, dans la férocité au rebond, il y a un mec bourré de talent. Je pense que Miami, c'était finalement la pire destination pour lui en étant drafté à cause de la ville. On en parle beaucoup dans le MOOC spécial Miami qui est juste derrière moi. Là. C'est une ville dans laquelle c'est pas simple de se faire une place si t'es pas suffisamment bien, entouré. D'ailleurs, c'est Kevin Durant qui en rigolait parce que c'est un pote d'enfance de Kevin Durant. Ils ont joué ensemble longtemps quand ils étaient gamins. Et en fait, Kedi disait moi, je me suis retrouvé à Seattle et en plus avec tous les grands entre guillemets qui étaient venus pour m'encadrer, m'entourer sur place et en gros j'étais tout le temps dans la salle et Michael Beasley qui avait un entourage bien moins structuré, lui s'est retrouvé à Miami, donc la ville de toutes les tentations, sans aucun garde-fou autour de lui. Je pense que je dis pas que sa carrière aurait été exceptionnelle s'il avait été autre part, mais je pense que au bout du compte c'était vraiment peut-être le pire pour lui. Quelle élégance. Quelle élégance, quoi. Le shoot de Michael Beasley, mais quelle élégance. Je crois que c'est un des joueurs les plus élégants que tu vois. Et c'est vraiment un des rares, à chaque fois que tu le vois, il est encore capable de dire qu'il pourrait taffer qui il veut. Et je pense qu'il peut taffer qui il veut en 1 contre 1. Mais c'est cette incapacité de jouer du basket organisé. Non, t'as raison, c'est très vrai. C'est impossible. Et il sera peut-être mieux dans les ligues de 3-3, dans ces choses-là, où il sera tout le temps, il aura un tiers de terrain rien que pour lui et il pourra taffer qui il veut. Mais on sentait, c'est marrant hein, de voir ce type-là. Alors, on a vu, là aussi, il y a des mixtapes de Michael Beasley, c'est un délire. Hein. C'est un délire. Et à chaque fois que l'arbitre lançait la balle en l'air, t'as l'impression que le mec, il était là, tu sais, comme John Travolta dans son fameux même. Mais pourquoi on est aussi nombreux? C'est l'inverse. Il y a beaucoup trop de monde autour, il ne comprend pas pourquoi ils sont 10 sur le terrain en même temps. Pourquoi on est 10 Qu'est-ce que vous foutez là? Mais il n'y a qu'un seul ballon quand même. On est 10, mais un seul ballon. Ça va pas faire assez. C'est fou d'avoir l'air. Alors, on exagère quand on dit ça, d'avoir l'air perdu sur un terrain, c'est pas vrai. Mais d'avoir l'air si mal à l'aise, si peu à l'aise en basket organisé, c'était fou. Mais je pense que c'est quand tu parles de créativité dans le jeu, on compare souvent la NBA au jazz en musique. Moi, je trouve que lui, ce serait un jazzman de génie. Mais c'est vraiment un type qui peut avoir des éclairs de génie. Et c'est même pas un what if, parce que finalement, comme tu dis, il reconnaît que c'est peut-être pas... Enfin, il n'a pas reconnu que c'était pas fait pour lui, mais
je sais pas s'il y a un regret de sa part, si c'est un personnage très particulier aussi, hein, on va pas se mentir, très taiseux, et ça le rend éminemment attachant. T'as bien raison. Ouais. Et sa fille aînée commence à se faire un sacré nom au niveau du Oui, lycée, donc ça sera certainement une joueuse à suivre dans les années qui viennent. donc on n'a pas fini de le voir sur les Mm. bords de terrain et c'est plutôt cool. Un qu'on voit plus et qui pourtant a fait des allers-retours, alors, c'est une question que j'allais te poser. Est-ce que ce type-là a été dans notre inconscient à nous, peut-être européens, vu comme une star qui n'était pas vraiment, tu parlais de Montrezl-Harrell, mais est-ce que Kenneth Farid était vraiment un grand joueur NBA ou pas? Il avait été MVP d'une Coupe du Monde parce que il était survolté, hein. Je pense qu'en plus, il était dans une équipe où tout le monde s'en tapait la noix et que lui, il avait envie de jouer au basket et qu'il donnait tout ce qu'il avait à donner. Il avait un des surnoms les plus géniaux de l'histoire, le Manimal, quand il jouait à Denver. Et puis après, bon, problème de dos. Et ensuite, alors je t'ai noté la descente, alors pas aux enfers, mais presque. Euh, Quand Paul Millsap arrive à Denver, donc il voit son rôle un petit peu diminuer, où il n'est pas à 25 points par match, hein, mais je pense qu'il est à une bonne moyenne de 15, et il descend presque à 5. Ensuite, il va à Brooklyn 2018-2019, Houston 2019. En 2019, il va également en Chine. 2021, le voilà du côté de Porto Rico. 2021, au CSKA à Moscou. 2021, il est en G-League avec les Grands Rapids Gold, mais pas très longtemps. Il est Austin Spurs en 2022. 2022 aussi à Mexico. 2022, le revoilà dans la 2023 dans la Ligue portoricaine. Retour à Mexico la même année. Retour à Porto Rico. Et là, il est en Italie. Voilà, c'est compliqué. Alors, encore une fois, c'est la question que je te pose. Est-ce qu'on n'a pas vu, nous, Kenneth Farid, de notre point de vue, finalement, trop beau? Parce que j'étais moi-même surpris quand j'ai vu ses stats en carrière. Il n'est pas à 25 points par match du tout. Il est à 12, 13. Mais on voyait ce gars-là comme, je sais pas, un energizer absolu, un Ben Simmons presque 2.0, parce que c'était l'époque où on aimait bien ces joueurs-là et qu'au début des années 2010, on n'avait pas trop ces grands ailiers là qui couraient dans tous les sens. Bon, certes un petit peu limité, mais avec une force de caractère et une apparence physique qui était bien chouette. Ouais, c'est ça. Mais en fait, je pense que son jeu, finalement, était tellement explosif que c'est ce que tu dis, on le voyait un peu plus beau que ce qu'il était. Et par exemple, tu vois, c'est pas lui qui qui a été MVP de cette Coupe du Monde, c'est Kyrie Irving, mais justement, c'est le joueur le plus mémorable de Ah bah cette Coupe alors, du Monde. bon, Mais désolé pour l'erreur. Ouais. non, non, mais c'est exactement ça, parce qu'en fait, je pense que ça a dû jouer à rien, mais c'était le joueur le plus spectaculaire et le plus voilà, marquant finalement de cette Coupe du Monde. Après, il est arrivé pile le mauvais moment, en fait, parce qu'un petit peu comme pour Montrezl-Harrell, là, je pense qu'il y avait peut-être même un peu moins de technique encore pour Kenneth Farid, un... Ah Voilà, oui, un c'est big sûr. man de petite taille, explosif, mais qui peut pas shooter, qui peut pas vraiment passer. Il a pris ça de plein fouet en fait. Mais par contre, sur l'état d'esprit, sur l'envie, sur le dynamisme, ouais, c'était un super joueur, carrément. Bah ouais. Carrément. Moi, genre, disons que c'est à charge, mais j'ai un autre Sixers, moi, quand même, dans mes déceptions. C'est un joueur dans lequel j'ai longtemps cru, qui reste encore pas mal de chemin à faire, hein, qui est pas fini, que j'ai parfois défendu, mais avec lequel maintenant je peux vraiment, je peux quasiment plus, c'est Joel Embiid. Joel Embiid, talent incroyable. Vraiment, les déceptions en playoff des Sixers, sur le début, j'étais plutôt à penser que tout ne venait pas de lui, ou du moins qu'il n'était pas l'élément majeur des échecs des équipes des Sixers. Mais au bout du compte, ce qui m'a le plus usé, je pense, c'est vraiment l'attitude et le changement d'attitude, en fait, même. Et, et principalement les gestes dangereux, quoi. Je trouve vraiment que c'est un joueur qui est dangereux dans sa frustration, la manière dont quand il se laisse tomber au sol pour flopper ou pour récupérer des fautes, souvent il se jette dans les genoux de ses adversaires et de ses coéquipiers. Son attitude, je la trouve quand même au bout du compte assez exécrable dans la manière de jamais accepter de porter la responsabilité de quoi que ce soit. Euh,
Donc c'est vraiment la définition, tu vois, c'est un joueur qui m'a déçu parce que j'y ai beaucoup cru. J'aimais plutôt bien en fait son attitude du début, tu vois, même grande gueule. Au bout du compte, tu vois, c'est marrant parce que dans les luttes avec Karl Anthony Towns, où ils ont souvent été opposés, même que ce soit par réseaux sociaux opposés ou sur le terrain, je trouvais que c'est lui qui prenait l'ascendant. Aujourd'hui, j'ai plus d'affection pour un mec comme Karl Anthony Towns, malgré les moments où il me fait péter un câble en prenant des fautes débiles, que pour Joel Embiid. Et je lui souhaite de retrouver ses moyens physiques et de pouvoir bien finir sa carrière. Mais voilà, je t'avoue que je suis plus aussi confiant dans ses capacités vraiment à élever une équipe par son jeu et par son état d'esprit, sa mentalité au bout du compte. Mais l'autre jour, Antoine l'a dit, est-ce qu'on reverra Joel Embiid à son meilleur niveau et est-ce qu'on reverra Joel Embiid tout court? Moi, j'ai l'impression surtout qu'il y a un mec qui a plus envie de jouer au basket. On l'a vu même au jeu, quoi. Le mec, c'était le tonton gênant, tu sais, où tu as tous les gamins qui veulent, tu sais, qui jouent au foot dans la cour, et tu as le tonton gênant à moitié bourré, fin de repas, ou de barbecue, qui dit hey, je vais venir jouer avec vous, qui fait n'importe quoi, qui gueule, qui fait semblant de donner des conseils à l'un à l'autre, parce qu'à un moment, il a joué au foot quand il avait 15 ans dans sa propre cour de récréation. Mais à Paris, c'était ça, quoi. Et là, il a une attitude, je trouve, ultra individualiste. Mais il était vraiment la crotte de nez de cette équipe de Team USA. On sentait qu'il ne savait même pas pourquoi il était là. Heureusement qu'il n'est pas venu jouer avec l'équipe de France parce que finalement, qu'est-ce que ça aurait donné? Alors, sur le terrain, ça avait de la gueule, mais voilà. Mais moi, j'ai l'impression que je rejoins Antoine. Est-ce qu'on reverra un jour Joel Embiid tout court? Enfin, quand on dit le revoir, on le reverra, mais au niveau auquel on l'a connu, ou à un niveau peut-être un peu moindre, mais qui puisse servir à quelque chose. Alors certes, c'est un joueur exceptionnel. Son année d'MVP est folle, mais je sais pas. Et je suis d'accord avec toi, moi, c'est quelqu'un qui m'a toujours profondément déçu. Ouais, j'adore ton analogie avec le tonton gênant là, parce qu'aux Jeux Olympiques, là, une des images qui me reste quand je repense aux JO 2024 là, c'est le truc où il demande au public de faire plus de bruit quand il est en train d'être hué par le public français. Derrière, il enchaîne avec un airball terrible. C'est bon, la compétition c'est pas terminée pour ça de cette manière-là pour Team USA, mais ouais, grosse déception quoi. Mais les deux en fait, tu vois sur le terrain, les rendements de son équipe et l'attitude quoi. L'attitude Oui, vraiment, ouais, que je trouve. Bon, bref. mais Team USA remporte pas les jeux, il se fait sabrer. C'est-à-dire, on lui retire la nationalité, je pense. Direct. Le mec, il arrive à New York, on lui dit votre passeport, hein, il est plus valable, là, monsieur. On met dans la machine qui la broyeuse. Non, non, il aurait pris. Alors lui, il aurait pris pour tout le monde, quoi. C'est-à-dire Tu sais ce qui catastrophique. me rend- il y a cette image où on le voit avec Team USA avec Tyrese Haliburton qui lui dit ouais mais tu veux pas venir jouer à Indiana et Joel Embiid qui dit non jamais Indiana jamais de la vie jamais je viendrai et tout. Tu vois ça maintenant tu dis bah oui ils sont pas prêts enfin même si c'était pour blaguer Tyrese Haliburton il est pas prêt de de te le reproposer de toute façon. Haliburton, on en reparlera tout à l'heure parce que là, j'ai beaucoup de choses à dire sur Tyrese Haliburton, surtout en ce moment. Ronnie Burt, pour moi, vraiment un mystère. Il faut se rappeler que Roy Hibbert, en 2013, campagne de playoff, quand il y a Paul George qui sort, qui commence sérieusement à casser les couilles des hits, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. À chaque fois, on sent que le hit est un peu emmerdé. Il sort sur une demi-finale de conf, je crois, à plus de 15 points et qui est presque 4 contre New York. Enfin, il fait du mal à Carmelo Anthony et à tout ce qui va. Enfin, oui, Melo était à New York encore, je sais plus. Oui, je crois que c'était encore à cette époque-là. On voit Hibbert, donc je crois qu'en 2014, il est même second au classement des meilleurs défenseurs de la Ligue, je crois, derrière Joachim Noah. Il est All-Star. Et là, campagne 2014, il fait 0 points sur 2 matchs d'affilée. Donc tout le monde commence à pas comprendre ce qui se passe. Ce qui est pratiquement jamais arrivé ce qui n'était jamais arrivé pratiquement pour un All-Star. Je l'ai noté quelque part. C'est le premier, attends, je l'avais noté, le second All-Star à ne pas avoir marqué durant 2 matchs consécutifs en playoff. Le premier, c'était Jim King en 1968. Je l'ai noté.
Et demi-finale de conf à l'époque contre les Wizards. Et quatrième match de la finale de conf contre le Heat. Pareil, deux nouveaux matchs à 0 points. Donc à la fin des playoffs, c'est 4 matchs à 0 points. C'est un record NBA pour un joueur qui a été All-Star la même année. La saison se termine. Donc là, on est en 2014. Le mec prend sa retraite en 2018. D'accord ? C'est-à-dire, le gap, il est incroyable sur ces 4 années. Parce qu'après, il part, donc on le sait, à LA. Il me semble qu'il y a un moment, il est aux Hornets, un petit peu aux Nuggets. Fini, terminé. C'est incroyable. C'est ouf. C'est le gap, t'as raison. Parce qu'il est passé de... On ne sait pas comment attaquer cette défense des Pacers. C'est même la fameuse règle de la verticalité, là, le fait que tu puisses... Alors, c'est pas lui qui l'a inventé, hein, mais c'était lui qui l'a illustré le mieux, au point même qu'on se mette à parler de la verticalité des pivots qui sautent tout droit au moment du contact et qui prennent pas faute. Donc, il est passé de on ne sait pas comment attaquer cette défense des Pacers, c'est incroyable, Roy Hibbert, à ne plus pouvoir mettre le pied sur le terrain, quoi. Même quand il était aux Lakers, pouvait pas mettre le pied sur le terrain. Et ça s'est joué en 2 ans de temps. Un gap complètement dingue dont je crois que c'est Shai qui l'avait fait en portrait dans la réédition de notre MOOC Défense qui est toujours disponible. Alors, il en reste quelques-uns là où on avait fait un portrait de lui parce que à tel point c'était fou en fait de passer de All-Star, hein, on est d'accord, il a été All-Star avec les Pacers. All-Star 2014, voilà, c'est ça. All-Star 2014 a plus pouvoir mettre un orteil sur le terrain. Les seuls mecs, tu vois, qui ont eu une telle chute rapide, c'est soit bien sûr à cause de blessures, ou l'autre exemple pour moi, c'est qui est pour des raisons totalement différentes, c'est Steve Francis, qui est passé d'être niveau All-Star, joueur incroyable, à... mais il est où Steve Francis à te rendre compte qu'il est sur le banc des Knicks et qui rentre même pas qui rentre plus un shoot, mais pareil, qui rentre pas sur le terrain, où ça s'est joué en 2 ans quasiment. Mais Roy Hibbert, ouais, incroyable. Ah ouais, mais je te dis franchement... il prend sa retraite, je crois qu'il est de... Quelle année il est ? Je crois qu'il est de 86, il faudrait que je vérifie. Attends, on va regarder vite fait. Il est je vais te dire, de 86. Hein, d'accord ? Et donc, il prend sa retraite en 2018. 32 ans, le mec s'arrête direct. Alors que 4 ans avant, il est All-Star. Et il fait partie d'une équipe qui est censée prendre la suite du 8 en 2014, puisque à la fin de cette année-là, c'est l'année où LeBron retourne à Cleveland. Donc, on avait dit, ça va être la place de peut-être la possibilité pour les Pacers. 4 ans plus tard, le mec est à la retraite. C'est même pas, il est en bout de banc en Chine, à Porto Rico, ou jouer au gymnase Ruffi à Marseille le lundi à 20h. Non, il est à la retraite, quoi. C'est fini. Vraiment, c'est très particulier. Ouais, très rude. D'ailleurs, on l'a aperçu à Indiana à un moment quand il mettait les matchs à Indiana face aux Knicks. Là, on mettait la caméra sur les anciennes gloires du club et il y a un passage sur lui. Il avait l'air en petite forme quand même, j'ai trouvé, tu vois. Oui. Bon, c'est des gars. On n'est pas capable de. Tu vois, c'est pile. Moi, je suis supporter d'Indiana. Je suis dans le public hier parce que le match. Donc, on est le lendemain du match 4 entre les Pacers et les Knicks. Tu sais, tu vois, Please, ladies and gentlemen, Roy Hibbert. Et toi, tu sais pas. C'était bizarre, c'est pas ouf quand même, hein, Roy Hibbert. Tu sais pas si tu dois vraiment dire c'est une légende, on l'applaudit ou quoi que ce soit. Alors que tu as des gars qui ont peut-être fait moins, tu vois, par exemple, un mec comme Larry Johnson qui a joué aux Knicks, c'est une légende absolue. Alors Roy Hibbert avait joué plus longtemps pour les Pacers. Donc il y a un drôle de, on ne sait pas quoi penser de ce gars-là, si ce n'est que ouais, on a un peu de compassion pour lui parce que c'est vrai que ça doit être terrible d'être All-Star, deuxième meilleur défenseur de l'année dans des All-NBA teams et de se retrouver à la retraite, c'est-à-dire c'est même plus de ne plus pouvoir, c'est de ne plus savoir comment jouer au basket. Je ne sais pas si tu te rappelles de Roy Hibbert aux Lakers, tu t'es dit mais c'est quoi ce gars ? Ouais. T'as l'impression que Martin Gortat à côté, le mec, c'était Hakeem Olajuwon. C'est clair. Angel Reese à côté, c'était Steph Curry au foot, tu vois. Steph Curry au foot. Très bon. Écoute, moi, dans ma liste, j'ai un artiste, en fait, dont je voulais parler.
C'est un gars avec qui je peux plus du tout à tel point que tu vois, j'avais ces disques, certains que j'ai adorés, mais je les ai sortis de ma collection et je vais trouver le moyen de m'en défaire parce que je peux plus. C'est Kanye West, tout simplement parce que pour des raisons, alors talent incroyable, vraiment, de producteur, de musicien. Euh, c'est dramatique parce qu'on a vu comment dire, on a vu cette personne qui manifestement est malade, je pense que c'est le terme, on l'a vu se désagréger devant nos yeux et t'as tout ce qu'il y a de pire en fait quand quelqu'un est tellement riche et puissant qu'il n'a autour de lui que des personnes qui vont lui dire oui et personne manifestement pour essayer de lui faire entendre raison, qui vont essayer, je vais même pas dire de le remettre dans le droit chemin, mais de s'assurer de sa bonne santé. C'est ce qu'incarne pour moi Kanye West. Et ouais, je peux plus en fait. C'est plus possible quoi. Il a dit qu'il était plus antisémite maintenant. J'ai arrêté. Il Ah a oui, dit j'ai il a arrêté. arrêté J'ai d'être arrêté. antisémite. C'est Très bien. comme si le médecin lui a dit il faut arrêter de fumer. Hein. C'est pour votre santé. Ok, arrêtez d'être antisémite, c'est mieux. J'arrête d'être antisémite. C'est le docteur qui l'a dit. Le problème Kanye West, c'est au-delà de ça. Pour moi, c'est une représentation folle du pouvoir des artistes et des sportifs en Amérique. Kanye West, chez nous, c'est 2 minutes. C'est-à-dire, il sort sa première dinguerie, c'est terminé. C'est terminé. Déjà, il enregistre plus de disques, il fait plus rien, personne ne le produit, il fait plus de live, il fait plus rien, c'est fini. Mais il y a cette espèce de fascination, de fanbase énorme. Il a encore une fanbase énorme aux États-Unis. Je ne sais plus ce qu'elle Bien est, sûr. mais musicalement, qu'il soit très respecté, il n'y a pas de souci. Mais moi, aujourd'hui, je suis incapable de jouer. Il fait partie des artistes complètement cancel. Euh, de la même manière, alors qu'il n'est pas dans des affaires aussi horribles que R. Kelly, que Puff Daddy, etc. Mais pour moi, c'est pareil, c'est plus possible de jouer un mec comme ça. Alors certes, il a des soucis, mais à ce moment-là, enfin, soignez-le, ce mec-là. Soignez-le, arrêtez de le faire sortir avec son épouse. Les dernières images où elle avait sa robe transparente sont catastrophiques. Alors, elle était enfin, l'image, tu peux la lire de mille manières, de domination, de renonciation, où est le consentement là-dedans. Aujourd'hui, tu peux la lire de mille manières. On ne sait pas ce qui se passe dans leur vie privée. Mais sauf que ce gars-là, en effet, c'est plus possible. On ne peut pas, même pour la jeunesse, mettre en avant cette musique, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus l'artiste et puis on ne sait pas ce qui se passe derrière. Il y a une part de mystère. Il n'y a plus ça. Enfin, avec lui, en tout cas, il n'y a pas. Donc, soit t'es pour et on ne peut pas être pour ça, soit tu es contre et à ce moment, on arrête. On arrête. Ce qui est fou, c'est que ces dingueries et ces sorties sont tellement folles Bah, que même les plus folles des plus folles, il a quand même donné une interview habillé avec un habit du clan. Je sais pas si tu les as vues, ces images. Je réponds à une interview, il a sapé comme un mec du clan, sauf qu'au lieu que ce soit un drap blanc, c'est un drap noir. Mais c'est tellement dingue que ça suffit même plus à faire le buzz en fait. Le mec, il dit qu'il est Hitler, il répond à des interviews avec un truc du clan, et c'est tellement dingue que les gens disent ouais mais c'est Kanye West et ça fait même plus le buzz. Je sais pas si tu te rends compte de la folie du bazar. Et alors attention, je mets d'énormes guillemets, je compare pas l'un à l'autre du tout, mais quand j'étais môme en fait, je me rappelle avoir été écœuré du fait de voir des interviews de Serge Gainsbourg qui était manifestement malade lui aussi, qui était sous et donc qu'on exploitait jusqu'à la dernière seconde parce que c'est comme un animal de foire. Et je me disais aussi, mais à l'époque, je me disais, mais alors que j'étais môme, tu vois, je me disais, mais c'est indécent en fait de montrer des personnes qui vont pas bien comme ça. Pour Kanye West, et je compare pas du tout les deux, hein, c'est juste le sentiment que ça me laissait à l'époque. Je me dis, et c'est des gens au bout de compte qui sont seuls. Hein. Si tu continues à faire des trucs fous comme ça, c'est que tu es seul et qu'il n'y a personne à côté de toi pour s'occuper, se préoccuper de ta santé, tout simplement. Bah oui, super. Personne aujourd'hui ne prend le risque de s'afficher à côté de lui pour des histoires commerciales. Ça, c'est évident, hein, mais bon, il y a, il y a- il y a- il y a- pff. Après, tu sais quoi? Le problème, c'est que cette folie est tellement banalisée outre-Atlantique que finalement, tu te demandes à quel point elle est réelle et à quel point elle est scénarisée. Et ça, c'est ce qui me met profondément mal à l'aise là-dedans. Bon, quand lui, il vend des t-shirts avec des croix gammées sur son site, tu vois, je suis pas sûr que Kanye West, à un moment donné, soit suffisamment informaticien pour faire tout ça tout seul. Donc, il y a bien des gens qui valident ça.
tu vois, en se disant buzz, pas buzz. À chaque fois qu'il dit une connerie, c'est les moments où peut-être qu'Adidas se disait on arrête le partenariat, on les vend quand même sur notre site parce qu'on les dégage et on les met en solde, mais cette fois c'est fini pour de bon. Et, enfin, tu vois, et du coup c'est fini pour de bon. Il y en a qui se disent, bah, il y a un coup à faire, je vais acheter les dernières chaussures de Kanye West parce que dans 20 ans peut-être. Où est, tu vois, la part de folie, pas folie, c'est comme quand tu lis, tu ouvres n'importe quel journal américain le matin, tu vois les dingueries qui se sont passées dans la nuit, ou quand tu vois, alors je vais te dire, l'autre jour j'ai vu un truc, tu connais mon amour des Kardashians, Bien sûr, ta passion même. tu connais, passion, hein, j'ai enfin, chacune de mes pièces chez moi a un poster d'une des Kardashians différent. C'est la même en fait que t'as, mais juste tu la reconnais pas d'un mur à l'autre. Parce que... C'est différentes époques. La dernière, on dirait qu'elle est peinte par mon chat. Donc, la mère Kardashian avait dit, avec la sextape de sa fille, en tant que mère, j'étais dégoûté. En tant que manager, je trouvais ça génial. Mais comment? Voilà, mais tu vois, c'est symptomatique du fait de se dire où est la limite de ce qui est calculé et pas calculé dans l'e-sport Kanye West. Et moi, j'ose, c'est très vilain de dire ça, mais j'espère qu'il est juste malade et que il est mal encadré, mal entouré, et j'ai bien peur qu'un jour on retrouve ce type pendu dans son garage et ce sera terrible parce qu'on l'aura pas aidé et que plein de gens diront ouais, on l'a pas aidé, oh zut, si on avait su. Il y a quand même eu 2-3 petits red flags, mais si par contre tout ça est moitié-moitié, un peu calculé, bon, bah, voilà, c'est à gerber. Mais c'est only in America, hein, je suis désolé, mais Bah ouais, c'est ce fameux premier amendement derrière lequel il se cache ceci, enfin qui met tout le temps en avant, mais qui est pour nous Européens c'est juste des folies quoi. c'est une folie. Hier soir, tu vois qui est Pat Bien sûr, McAfee. oui. Malheureusement, je Voilà, vois qui c'est. Pat McAfee. Voilà, qui est un de nos confrères, qui était donc un ancien joueur d'NFL, puis catcheur, puis commentateur pour le catch, puis maintenant il a son émission ultra écoutée sur le sport. Hier, il annonce, il Ouais. prend le micro en bas avant le début du match des Pacers. Et il dit, on a des perruques, parce que c'est ça qu'il dit, on a des perruques de New York qui sont là. On connaît l'antagonisme entre les New-Yorkais qui pensent que les gens de l'Indiana sont des bouseux et inversement. On a des perruques de New York qui sont là. On a Spike Lee. Bouh, on a Timothée Chalamet. Puis il faut voir la haine qu'ils met dedans. Alors maintenant, mettez tous dans et dis-leur d'aller se faire foutre et dégager d'ici. Mais où on est, tu vois? Il n'y a pas un mec. Pourtant, il y a quelques noms d'oiseaux. Moi, je vais parfois voir des Marseille-Paris Saint-Germain. C'est assez fleuri. On a, on a 2-3 punchlines qui peuvent faire l'équivalent. Mais jamais tu as le speaker qui va prendre le truc en disant Paris, Paris. Ouais. Tu vois la suite. Ça n'existe pas. Enfin, tu vois. Et là, tu vois ça. C'est en prime time. Bon, je pense qu'Adam Silver, il a fait un mini AVC. Il s'est Ah réveillé à la fin bah, du match. Hein. tu sais que je me suis Mais posé la question de savoir si, comme c'était pendant un arrêt de jeu, si c'est passé à l'antenne, tu vois, ou si nous on l'a vu parce qu'on n'a pas les pubs en fait. ouais. Mais même Non, dans je la pense pas que salle, ça passe à l'antenne. moi dans la salle, il y a plein de gamins et tout. Je pense que Il y a des ouais, gamins et tout. c'était dingue. Mais il n'y a que Mm, là-bas que tu peux faire un truc comme ça sans être mm. cancel ou quoi que ce soit aujourd'hui. Mais un mec fait ça aujourd'hui. Imagine Wax, il fait ça. Tu sais, on parlait de Wax. Le jour, il y a un Détroit, il y a un Détroit Milwaukee avec un match NBA à Paris qui dit ouais, on a Giannis, dites-leur d'aller se faire foutre et de dégager d'ici. Ouais, tu vois, c'est un délire. Enfin, Et donc, toute sous cette réserve de liberté de parole qui n'a aucun sens, tout est permis. Et comme tu l'as très très bien dit, c'est telle dinguerie sur telle dinguerie qu'à la fin, ça banalise des énormités, des immondices qui sont inconcevables, à mon sens inconcevables. Alors après, c'est vrai que en matière de musique, même en général, quand on parle de gens qui ont disparu ou qui nous ont déçus, est-ce que ça veut dire qu'ils ont complètement disparu? Est-ce qu'ils nous ont déçus par rapport à nos propres attentes? Parce que pour nous avoir déçus, c'est qu'ils nous ont enthousiasmés avant. En musique, est-ce qu'on met D'Angelo dans cette catégorie, par exemple?
Parce que quand tu sors quand même Brown Sugar, Vaudou et Black Messiah, est-ce que parce que tu fais plus rien 10 années après, ça veut dire que tu as disparu ou que tu nous as déçus? Je suis pas sûr. Le seul problème, c'est que à la manière de Lauryn Hill, par exemple, les apparitions publiques qui ont suivi sont catastrophiques. Les lives sont pas bons. Là, il devait faire le fameux pique-nique là avec à Philadelphie Exoroute. avec The Roots et il a annulé à la dernière seconde. Donc voilà les images que ça renvoie, c'est terrible. De la même manière, de la même génération, Jill Scott, ça fait 10 ans qu'elle n'a pas sorti un disque. Alors certes, elle a fait du cinéma, elle a fait d'autres choses, mais le personnage d'Erykah Badu est devenu parfaitement détestable. Moi, tu disais les gens qui m'ont profondément déçu et on s'est demandé où est-ce qu'ils avaient disparu. Moi, je l'ai vu jouer à Nice, première partie, le RH Factor de RH Grove. Factor, Roy Hargrove, pardon, merci beaucoup. Donc, assez incroyable. Et Eric Abadou qui arrive avec 2 heures de retard. Sauf que, festival, à Nice, les jardins de Cimier, à minuit, les gars, c'est fini. Parce qu'il y a le voisinage autour, on n'a pas plus. Donc, quand elle commence à 23 heures, alors qu'elle devait jouer 2 heures, elle fait qu'1 heure. Et après, elle gueule, genre, ah, mais on ne me laisse pas le choix. Bon. Et puis, Badou, là, elle est un peu tendancieuse ces derniers temps avec les histoires de Puff Daddy, etc. Enfin, elle soutient un peu à travers. Donc, c'est pas terrible, mais il y a plein, moi, j'ai plein d'artistes. Des artistes que j'aimais beaucoup. Andrea Triana, je ne sais pas si tu te rappelles d'Andrea Triana, Non. qui avait été une voix sur le disque Reset de Flying Lotus, qui avait été une des étoiles montantes du label Trousseau et qui avait fait un magnifique disque, pas sur ce label, mais sur Stones Throw, je crois, avec Fink, qui lui avait écrit un album, une voix extraordinaire, qui a disparu, qui s'est perdu après pour des problèmes aussi de comportement un petit peu. C'est pas un personnage très, très agréable et qui a voulu faire du grand public, un petit peu comme le fait José James. Hein. Si tu écoutes ce que fait José James récemment, c'est pas, tu vois, c'est des gens qui se sont perdus et qui ont perdu leur fanbase de départ en voulant faire autre chose, mais quand bien leur face, ils avaient envie de se réinventer. Mais je pense en se reniant un petit peu. Et puis, il y a 2 autres artistes, c'est Jay Electronica, moi j'adorais. Ah bah oui, mais bien sûr. Alors, où es-tu? C'est comme dirait To Be Free, partir un jour sans retour. Mais là, vraiment, plus rien. Et il y avait Gonja Soufi aussi, je ne sais pas si tu te rappelles de Non, ça, je vois la pas. comète Gonja Soufi qui était dans la galaxie, pareil, Flying Lotus, sur Warp avec Gaslamp Killer, et qui avait fait des albums incroyables, qui avait été, d'ailleurs, son premier album qui s'appelait A Soufi and a Killer, qui avait été en 2010 acclamé par la critique et à juste titre, un personnage complètement dingo, moitié clochard, moitié dans sa caravane. Il était vraiment complètement barré. Je l'avais vu au World Wide Festival, c'était mystique, mais vraiment, fallait vraiment être sous substance pour comprendre certaines choses, je pense, et je n'y étais pas. Donc, j'ai pas tout pigé. Mais voilà, des types comme Ganja Soufi. Et je parlais du thème qu'on allait faire avec mes comparses du Young Radio Show, notamment Elodie Rama, qui, elle, m'a sorti de but en blanc Kamel d'Alliance Ethnique. Et c'est vrai, Kamel d'Alliance Ethnique qui nous a bercé, qui nous berce encore, hein, parce que dans toutes les soirées aujourd'hui, tu vas années 90 et tout, où tu as toujours les gens, ils jouent presque tout le disque d'Alliance Ethnique à chaque fois. Kamel d'Alliance Ethnique a disparu complètement. Mais j'ai cru voir qu'il faisait des podcasts maintenant, des Ouais, interviews. ouais. J'en ai vu passer récemment. Alors Le c'est one marrant and done le plus juteux de l'histoire du rap français, quoi. parce que pour moi la déception de Kamel d'Alliance Ethnique, elle vient d'avant la sortie de l'album parce qu'en fait je les avais vus en concert avec IAM notamment dans un concert complètement dingue à l'Élysée-Montmartre. Vous avez fait une première partie de Feu Alliance Ethnique. Mm. Complètement folle et j'avais été super déçu par l'album qui était très mainstream pour le coup. C'est pas du tout comme ça que je les avais perçus, donc c'est marrant. Comme quoi, il peut y avoir 2 types de déception, tu vois. Avant le disque et après le disque, ça peut être Bah, deux c'est vrai publics que différents déçus. je peux comprendre quand tu étais, toi, fan de hip-hop un petit peu hardcore de la côte est des États-Unis, euh, enfin, que c'était pas vraiment ce que tu écoutais, mais ça reste une Madeleine de Proust pour plein de gens, Ouais, bien sûr, bien sûr. ce disque d'Alliance Ethnique. Les simples et funky et toutes ces choses-là, ça reste des morceaux qu'on reconnaît
Immédiatement, immédiatement. Première mesure, tu sais ce que c'est, même si c'est pas forcément quelque chose que tu écoutes. Et il y Mais avait. ouais, pardon, vas-y. Et Ce pour que j'avais finir, juste. Alors vas-y, vas-y, vas-y. vas-y, vas-y, Non, vas-y, je j'allais dire t'écoute. sur Alliance Ethnique, ce que je te livre ma théorie que j'ai depuis des années, c'est que ce disque aurait été parfait si ça avait été Vigna Morica qui avait chanté sur tous les morceaux Ah, et que ça bah avait oui. été elle la star en gardant les mêmes prods qui étaient superbement Ah, bah bien évidemment. ficelés. Voilà, c'était. J'arrête de parler mal d'Alliance Ethnique, je te laisse Tu as la dit parole. Benyam Moriga, donc je peux te dire que Elodie Rama, si elle nous écoute, sera aux anges que tu aies pu prononcer ce mot. Moi, un dernier groupe, c'est le groupe Delight. Alors, je sais pas si tu te rappelles du groupe Si, Delight qui avait le morceau avec sorti, Q-Tip. voilà, qui avait Ouais. sorti ce morceau Grooves in the Heart, bien sûr, mais qui avait fait un album qui s'appelait World Click, qui était mais vraiment incroyable et qui avait sorti des albums sur les 3-4 années qui avaient suivi, le dernier 94, et depuis, plus rien du tout, alors qu'ils nous ont fait danser. C'est un album, je vous conseille d'aller écouter World Click, un album éminemment moderne encore, qui sonne aujourd'hui comme s'il avait été fait hier. Donc vraiment top. Delight avec 3 E. Et je me permets de revenir sur le premier artiste que tu as cité, D'Angelo. Ce dont je lui en veux le plus, c'est moi, je veux le live de la tournée Vaudou, de Voodoo de l'époque. Parce que c'est sûr qu'il y a des enregistrements de ça. C'est Bien sûr et sûr, certain, hein, vu le bien sûr. taré que lui et Questlove sont. Surtout Parce le que Questlove. on en avait parlé, on s'était rendu compte en parlant dans un Hoop Culture. Je crois qu'on était tous les deux au concert au Grand Rex Mm. de cette tournée. Et moi, j'avais été bluffé parce que j'avais pris les places en me disant, je sais pas ce que ça va donner sur scène, ça va être lent quand même, ça va être mou. Et en fait, tous les morceaux avaient été revus, retravaillés complètement, bien plus dynamiques. Et c'est un de mes meilleurs souvenirs de concert, ce Bien concert sûr. de D'Angelo. C'était juste incroyable. Et la première pensée que je me suis dit en sortant, je pense que ou c'est quand les Roots, tu sais, tu avais parlé de l'album Roots Come Alive, le live des Roots qui est incroyable. Je m'étais dit, bah, c'est sûr, ils vont faire pareil pour D'Angelo, ils vont le sortir. Et c'est jamais sorti, quoi. Dans la compilation des Roots qu'ils avaient fait, tu sais, il y avait deux volumes, un volume Oui, ocre et un volume vert. Ils ont même mis dedans, il y a des soundchecks dedans qu'ils avaient enregistrés, ils avaient oui. enregistré des soundchecks et ils les ont mis, un soundcheck de Break It Off, et qu'ils ont mis sur ces disques-là. Je peux pas croire qu'il n'y ait pas, tout n'ait pas été sur tape pour Mm. D'Angelo, ce concert qui était, comme tu dis, complètement fou. C'était un truc de, quand tu disais vaudou, c'était ça. Moi, j'avais vu des jeunes filles américaines devant moi, j'étais à l'étage du Grand Rex Ouais. sur la mezzanine, mais tomber dans les pommes. En transe, quand ils chantent How Does It Feel et machin et tout, mais tomber dans les pommes. J'avais jamais vu ça. C'est trop marrant. Parce que moi aussi, j'étais sur la mezzanine. Donc, on était vraiment juste à côté, 20 ans avant de se connaître. C'est assez marrant. C'est toi qui mettais des coups dans mon fauteuil. Voilà. Ouais, on va continuer de parler musique, Théo, avec ton track de la semaine. Ouais, alors c'est un morceau. En ce moment, je sors que des trucs à l'ancienne. Du batteur jazz funk Idris Muhammad. C'est un morceau qui s'appelle Could Heaven Be Like This, sur lequel je suis tombé complètement par hasard en écoutant la radio, qui a été samplé 1000 fois, mais en fait, je connaissais pas l'original, et qui est un super morceau de funk. Donc c'est Could Heaven Be Like This. C'est extrait de son album qui s'appelle Turn This Mother Out. Et voilà, Idris Muhammad, batteur qui a joué sur des tonnes et des tonnes d'albums, notamment jazz funk, tous les albums du label CTI là, qui ont été pillés par tous les producteurs pendant des années. Son nom apparaît à plein d'endroits. Donc ce morceau, c'est juste une tuerie. Moi, tu sais, il y a des disques qui te font danser tout le temps. Dès qu'il y a un album de ces artistes-là, t'es en folie. Et puis tu regardes sur ton téléphone le vendredi, tu regardes dans tes nouveautés, et d'un coup, tu vois le nouvel album de Jojo et Lieutenant Nicholson. Et là, tu te dis, nom, 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 nom. C'est pas comme quand tu te mets devant un All-Star Game où tu sais que tu vas être déçu. Là, tu sais que tu vas t'asseoir, tu dis à tout le monde dans la maison que plus personne ne parle. Ou alors venez, on fait un dance floor au milieu du salon. Et après Aimé Césaire, après 2 plus, voilà, Danse Divine qui est sorti vendredi dernier. Et c'est, voilà, ça n'a qu'un défaut, c'est 10 morceaux, ça dure 37 minutes, c'est le seul défaut. On en voulait encore plus. J'ai le bonheur et le privilège d'avoir rencontré le lieutenant Nicholson et Jojoa. Ils ont été les parrains de l'émission Hangtime, mais surtout, ils sont autant en or que leur musique est en platine. Le disque est bon de A à Z. C'est, à mon sens, un petit peu plus profond, encore plus dansant que les albums précédents.
Il y a des cuivres dans tous les sens. Moi, je me suis arrêté sur un morceau très dans l'air du temps qui s'appelle Consentement, qui est l'avant-dernier morceau de cet album, qui s'appelle Danse Divine, qui est sorti la semaine dernière sur l'excellentissime label Hot Casa Records, qu'on embrasse également. Voilà, Jojo, Lieutenant Nicholson, et Jojo en plus qui est un fan hardcore de basket, et on espère le recevoir au plus vite dans le Hoop Culture. Voilà, allez surtout écouter, et encore plus allez les voir en concert, parce que là, vous reviendrez un petit peu métamorphosé, comme nous quand on est allé voir D'Angelo. Ce sera un de vos meilleurs souvenirs de concert, à n'en pas douter. Je sais qu'ils sont au Worldwide Festival cet été. Ils sont également un petit peu en tournée. Voilà, des artistes qu'il ne faut absolument pas rater, qu'il faut soutenir. Les vinyles sont toujours très beaux, donc allez récupérer Danse Divine, un album qui n'a jamais aussi bien porté son nom. Ouais, ils font partie des chouchous chez moi, là, les parents, les enfants, tout le monde. C'est le genre de truc qu'on met quand on part en vacances, tu vois. Ouais, c'est exactement, tu sais, ça sent le bonheur, la joie et les bons moments qui vont arriver. Est-ce que tu as eu un coup de cœur? Mais évidemment. Mais évidemment, mon coup de cœur, il porte le numéro 0 des Indiana Pacers. J'en ai deux. Il y en a un qui porte le numéro 0 des Indiana Pacers. Tyrese Haliburton me régale. Je crois que j'ai jamais été aussi fier de me dire que j'ai posé une question à ce gars-là au NBA Games 2025. Je lui pardonne son aventure avec Rinko. Tout ça, c'est oublié. J'ai un gars hier qui, devant Jalen Brunson, lui colle un 3 points et lui fait sa propre célébration. Je pense qu'il a, comme les bagues de Thanos, là, il a mis le choke, le big ball, ça. Il lui manque le shrug. Il doit lui manquer le Dame Time. Oui. Et il lui manque quoi d'autre? Ah oui, il lui manque ça. Voilà. Il lui manque Le peut-être Dame le Time, Night. il lui a fait. Il a déjà fait. Ouais. Il a déjà fait à Damien Lillard. Il lui manque le Night de Steph peut-être. Mais ce type a un sens du spectacle comme j'ai jamais vu. Mais vraiment, alors, il marche sur l'eau en ce moment. Il sort une copie l'année dernière, il est dans les catégories des Chris Paul, des John Stockton, avec des matchs à 0 ballon perdu, un triple-double à 0 ballon perdu en playoff, en finale de conférence. Et en plus, tu vois, je te parlais d'Anthony Edwards tout à l'heure, il s'amuse sur le terrain. Et je trouve que son énergie, son plaisir sont contagieux pour tous ses coéquipiers. Et franchement, cette équipe d'Indiana fait vraiment kiffer. Tu vois, cette équipe d'outsiders un petit peu, mais de gars à la fois durs, et puis tu sais pas vraiment qui ressortir de cette équipe. Ça me fait un peu penser aux Knicks de 94 ou à ces équipes de grandes gueules, mais qui sont malgré tout respectueux. Heureusement que le papa Haliburton n'est toujours pas là, parce que là, je pense qu'il aurait retourné tout ce était là. là. Il était là hier. Mais par contre, il n'avait pas mis bord Ouais. terrain, il l'a mis dans une suite. Tu vois, il était dans Oui, quand je disais dans en un bas, espace. c'était en bas. Mais voilà, je trouve ce gars vraiment enthousiasmant. Il n'y a rien à dire. Ouais, incroyable. Moi, écoute, alors c'est pas un coup de cœur, c'est un coup de blues pour le coup, parce que on a appris cette semaine le décès d'un journaliste qui s'appelle Sacha Jenkins, qui était journaliste, réalisateur, scénariste, vidéaste, tout un tas de choses. Son nom vous dira peut-être rien. C'était l'une des personnes qui était à l'origine de ce fanzine qui s'appelait Ego Trip, qui est à mon sens, là c'était le numéro 1 avec Nas, c'est sorti en quoi, 95 je pense, 95. Ego Trip pour moi, c'est avec les The Source du début et Get Busy, la meilleure revue hip-hop que j'ai eu l'opportunité de lire. Ça traitait de musique bien sûr, mais toujours avec beaucoup d'humour, beaucoup un sens aussi de la critique sociale très marqué. Avec cette équipe-là, ils avaient sorti des bouquins. Ça, c'est un classique, je l'ai déjà montré une fois. Ouais. Ego Trip Book of Rap List, mais ils avaient aussi sorti, et c'est ma relique, je fais les deux d'un coup là, de Ego Trip Book of Racism. C'était une manière de reprendre un petit peu toute la pop culture américaine et de voir entre ce qui est raciste ou pas raciste, de faire des classements qui feraient grincer des dents aujourd'hui, qui sont assez drôles en fonction des origines ethniques des uns et des autres, reprendre des paroles de chansons, remettre, les sortir de leur contexte ou les remettre dans leur contexte. Voilà, ce mec-là qui était aussi
Il a fait plusieurs documentaires. Il en a fait un qui est incroyable sur Biz Markie qui s'appelle All Up in the Biz, que je vous encourage à aller regarder, qui est hyper touchant, qui a été fait après la mort de Biz Markie. Toi qui est fan de sneakers et autres, il avait aussi fait un documentaire qui s'appelle Fresh Dressed sur la sap hip-hop, d'où vient l'aspect, comment dire, tout le côté sap dans la culture hip-hop, d'où ça vient, comment ça a pris son essor, et qui était aussi l'un des leaders du site et du label Mass Appeal, qui est financé par Nas et qui a aussi sorti tout un tas de documentaires, de disques aussi. J'ai un grand regret, en fait, c'est que quand, Pierre, tu sais, j'ai bossé longtemps dans la presse musicale, notamment pour une revue qui s'appelait Rap Mag, avec notre ami Vincent Berthe. Je leur avais proposé à l'époque un sujet sur cette équipe d'Ego Trip. Je devais faire un papier sur eux. C'était avant Twitter, avant machin. Donc, je m'étais pris la tête pour retrouver la trace de Sacha Jenkins. Et finalement, il n'y avait plus de place dans le numéro en question. On m'a dit, bah non, c'est trop tard. Et j'avais réussi à choper le contact. Et Sacha, gentiment, m'avait répondu en me disant, bah écoute, pas grave, si un autre moment tu as l'occasion de raconter l'histoire d'Ego Trip, ça sera avec plaisir. Donc c'est un de mes regrets finalement de jamais avoir été plus en contact avec lui que par ce simple échange de mails, mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué par son travail et qui a encore une place majeure aujourd'hui. Si vous êtes si vous suivez un peu les vidéos de la Red Bull Academy par exemple, on voit souvent quelqu'un qui s'appelle Chairman Mao, qui est probablement l'une des questions, Jeff Chang qui a sorti des livres, qui s'y connaît sur la musique comme quasiment personne. Il faisait partie de cette aventure. Pareil pour Elliot Wilson, qui a lui aussi un podcast qui s'appelle Rap Radar, qui est assez proéminent aux États-Unis. Donc voilà, grosse pensée pour Sacha Jenkins, qui m'a marqué et vous a certainement marqué si vous aimez en tout cas la culture hip-hop d'une manière ou d'une autre, sans que vous en ayez forcément conscience. Ça va pour permettre, si vous voulez voir un petit peu le travail de Sacha Jenkins, de vous remettre dans des choses que... Attention, parce que quand on met un pied dans ce travail-là, on n'en sort pas indemne et ça risque de vous coûter beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour aller récupérer un petit peu tout ce que vous propose Théo aujourd'hui. Mais en tout cas, ça vaut le coup parce que c'est en effet des pionniers, pas dans la manière de... Enfin, pas sur la culture hip-hop, mais sur la manière d'en parler et sur la manière de le présenter. Ça aucun doute là-dessus. Moi, dans les autres coups de cœur et dans les petits trucs à lire, si vous voulez, on a beaucoup parlé de Monaco cette semaine. On a parlé de Monaco par la finale de l'Euroleague, par le Grand Prix de Monaco. Mais à Monaco, il y a aussi une équipe de foot qui fête ses 100 ans cette année. Et il y a aux éditions Amphora, ce très joli livre qui est sorti sur le centenaire de l'équipe de foot de l'AS Monaco et qui est très bien fait. Année par année, voilà, c'est très bien documenté, joueur par joueur également. Donc, il y a les grandes légendes du foot, il y a des grandes légendes, les grandes légendes de l'époque, époque par époque. On part beaucoup aussi des premières époques du club, avec le prince régnier qu'on voit là, avec Grace Kelly. Voilà, c'est un joli livre si vous aimez. C'est Norbert Siri qui a écrit ça. Si vous aimez l'AS Monaco ou pas, je parle de Vincent Berthe parce que Vincent Berthe, il adore me chambrer, moi étant supporter de l'AS Monaco avec mon père depuis des générations. Et quand il avait fait un SoFoot spécial Monaco, il cherchait justement des supporters de Monaco, c'était difficile, et du coup il m'avait appelé en disant mais j'en ai déjà un avec toi, mais est-ce que tu en aurais un autre pour moi parce que c'est dur à trouver. Et du coup moi-même et mon père, on était dans le numéro de SoFoot interviewé en tant que supporter de Monaco. Donc voilà, c'était le lien avec Vincent. Donc voilà, c'est un très joli livre sur les 100 ans de l'AS Monaco. Super, bah écoute, tu vois, j'en apprends même sur toi. Je ne savais pas du tout que tu étais fan de ce club-là, donc je saurais maintenant de ne pas faire d'impair, de pas t'offrir un maillot de l'AS Saint-Etienne par exemple pour ton anniversaire ou quelque chose du genre. Peu importe, moi, du moment qu'il y a du rouge et du blanc, hein, ça marche à tous les coups. Très bien. Donc là, le vert de Saint-Etienne, pas forcément, mais moi, je respecte tout le monde. C'est l'heure de notre relique. Alors, toi, tu l'as déjà présenté? Ouais, moi, j'ai pris de l'avance. Moi, je te montre la mienne. C'est la fin du match 6 des finales NBA. Le titre est remporté. C'est le moment de balancer des confettis dans toute la salle. Du coup,
Jordan Brand avait fait cette casquette spéciale sur le premier tripit des Bulls World Champs Again and Again, là, et avec donc 91, 92, 93. Et ce que j'aimais beaucoup, et c'est ce qui m'avait fait kiffer dans cette casquette, c'est que si tu regardes bien, C'est incroyable. les années sont avec le lettrage officiel des Lakers, des Blazers et des Suns de l'époque. Avec Oh, les le couleurs. troll. C'est incroyable. Là, il y en a plein qui ont dit l'hommage est grâce à Théophile Omesser. Je ne suis plus le seul à expliquer que c'est un troll ultime de la part de Jordan Brand Ah ouais. de prendre le lettrage et la typographie de ces trucs-là pour les mettre sur une casquette en disant ah, toi, je t'ai niqué, toi aussi, et toi, toi aussi, là. Et donc, plus de confettis sur moi. Magnifique ça, incroyable. Ouais, ouais. À une époque en plus où ces 3 années-là, il n'y avait pas de confettis partout. Il me semble pas qu'ils balançaient des Ouais. confettis dans tous les sens. Même le titre gagné, parce qu'il y en a qu'un qui est gagné à Chicago, c'est celui-là. Il me semblait pas qu'il y avait des confettis partout. Non, j'ai pas souvenir. En tout cas, à Phoenix, c'est sûr que non. Et au forum non plus. Je pense que c'était encore au forum. Non, non, non. Voilà. Troll génial. Merci d'avoir. Tu dois être le seul, c'est pour ça qu'on fait ça ensemble. On s'est bien trouvé. Voilà. Télékinésie. Bon, bah super. Bah, merci encore, Pierre, pour avoir été en ma compagnie ce dimanche. On espère que vous avez passé une super semaine et un super week-end. Et puis, vous préparez pour les finales NBA, quoi qu'il arrive. J'ai même pas les dates en tête, mais je pense que c'est. Voilà, ça. Oui, c'est imminent. Donc, tout ce qu'on attendait depuis le début de l'année, on va profiter à fond. Profitez bien du week-end et on vous dit à très vite. Ciao! Salut.